Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble, 0826 300 300. On parle des manifs. Est-ce que ça sert encore à quelque chose de manifester? On a eu Joseph qui nous disait que c'était très compliqué de s'organiser. Il nous a expliqué que donc les comptes bancaires, si j'ai bien compris, étaient coupés et que aujourd'hui c'est. Alors vous voulez tous. Il y a beaucoup de réactions au standard. Jackie Majda. Alors moi je pense que le droit de manifester c'est important dans une démocratie. Parfois, les manifestations permettent d'obtenir des avancées. Bon, après, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais les manifestations des Gilets jaunes en décembre et en janvier dernier ont permis d'obtenir quelques avancées. Cependant, dans une démocratie, la chose la plus importante pour moi, ce sont les élections. Donc, j'encourage tous les Gilets jaunes, tous les gens qui ont, toutes les personnes qui ont des revendications à s'engager en politique, à s'engager sur les listes, notamment aux élections de 2020, et de proposer, parce que dans une démocratie, au moins qu'ils y aillent. Je vous ai expliqué que c'était compliqué de s'organiser. Si le cadre institutionnel est un corset, ces gens-là disent nous serons plus efficaces et nous ferons mieux vivre la démocratie en étant hors du champ institutionnel. Le cadre institutionnel ne fonctionne plus, on est bien d'accord, il y a un problème de représentativité, la démocratie ne fonctionne plus. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a ce problème, il y a un problème de représentativité à l'Assemblée nationale, les électeurs ne se reconnaissent plus dans leur parlementaire. Ça c'est effectivement la première chose. Mais ça peut passer effectivement par le militantisme dans des partis politiques et faire en sorte qu'arrivent aux fonctions des personnes qui sont plus représentatives. Moi je veux revenir sur le fond du problème maintenant. C'est que la manifestation a un cadre légal et qu'effectivement il faut respecter ce cadre légal. Pour autant, vous étiez en train d'expliquer tout à l'heure que, notamment en 83, on a reculé sur les lois Savary et qu'aujourd'hui on est en train d'en subir les conséquences. 10% du budget de l'éducation nationale est attribué à des écoles privées 10 milliards d'euros par an, c'est un scandale. Voilà, c'est un scandale. Donc, ça marche vachement bien, les élèves sont... Enfin, les parents sont contents, les élèves sont contents. Il y a tout ce qu'on trouve plus dans l'éducation nationale. Je vous ai laissé parler, maintenant vous allez me laisser expliquer pourquoi c'est un scandale. Aujourd'hui, quand vous voulez venir à Sud Radio, vous avez deux options. Vous prenez le métro, vous prenez le taxi. Si vous prenez le métro, vous bénéficiez de subventions publiques. Si vous prenez le taxi, vous le payez toute seule. C'est pareil pour l'éducation nationale. Mon vélo. Si vous décidez de retirer vos enfants... Là, on sort un peu du débat. Si c'est important, pourquoi? Parce que lorsque la rue fait la loi, on en arrive à ce genre d'aberration. On finit par céder à la pression de la rue et finalement c'est la société qui en paie le prix. Donc moi je suis pour une vraie démocratie, une démocratie où on se reconnaît dans ses élus. Mais la manifestation, c'est pas l'un des symboles de la démocratie, de pouvoir manifester. Dès lors que c'est la manifestation, que c'est la rue qui fait la loi, on n'est pas forcément dans le sens de l'intérêt général, puisque je finis Sophie, chacun va défendre des intérêts particuliers. C'est vrai. En l'occurrence, le corporatisme n'a jamais été bon pour une démocratie. Non, mais vous avez partiellement raison parce que c'est très compliqué. Est-ce que effectivement la manifestation, est-ce le propre de la démocratie ou au contraire, est-ce qu'il est impossible d'exercer le pouvoir quand on est en place, élu démocratiquement, parce que la rue est dehors? En même temps, il y a forcément un équilibre à avoir entre les deux. Mais si vous étiez en train de dire qu'il y avait des écoles privées parce que les gens ont été dans la rue, je pense qu'il faut s'en réjouir. Mais qu'il y ait des écoles privées, c'est une très bonne nouvelle. Mais ce n'est pas à l'éducation nationale, ce n'est pas à nous d'aller financer cet enseignement différent. C'est tout. On a plusieurs appels. Janine est en ligne avec nous. Bonjour Janine. Oui, bonjour. Alors moi, je voudrais revenir au sujet, si vous permettez. En parlant des manifestations de samedi, moi j'étais samedi à la manifestation contre la réforme des retraites organisée par Force ouvrière, encadrée par un service d'ordre dans laquelle aucun incident n'a lieu, précisément grâce à ce service d'ordre. Sur le fond, merci de le dire. Oui, sur le fond, maintenant, à propos de cette manifestation sur le climat infiltré, il y a un grand film sur YouTube qui est en ligne sur Internet, qui a été fait par la chaîne RT France, qui dure plus d'1 heure, vous allez voir ce qui s'est passé. Alors, le fond de mon affaire, moi je suis à la retraite, j'ai 67 ans, donc je vais vous raconter une histoire qui s'est passée dans les années 76-77, c'est pas maintenant. Il y a eu une manifestation de sidérurgistes de Lorraine, puisque les usines sidérurgistes ont été fermées sous Giscard d'Estaing, entre République et Opéra. 20 000 sidérurgistes sont sortis dans la rue. Mon père a vu ça à l'époque dans le quotidien Le Matin qui n'existe plus. Quand la manif est arrivée à l'Opéra, il y a un type qui est sorti des rangs, qui a pris un pavé, qui a cassé une vitrine pour voler des vêtements. Il y a 2 gars du service d'ordre de la CGT qui l'ont empoigné chacun par un bras. Le troisième a sorti son porte-carte et il a trouvé une carte de police à l'intérieur. Bon. Alors, ce que je voudrais lancer un appel, ici solennel, aux gens qui manifestent et qui voient des gens en noir qui cassent des vitrines, de 2 gros bras qui fassent la même chose, qui prennent un
Et si jamais il a une carte de police, qu'il le prend en photo, qu'il met sur les réseaux sociaux, la photo du type avec son visage, sans cagoule, et la carte de police. Bien sûr, c'est pas les policiers eux-mêmes qui prennent l'initiative, c'est le donneur d'ordre. Le donneur d'ordre, à mon avis, c'est soit le ministre de l'Intérieur... Qu'est-ce que vous voulez dire? Que les gens, j'ai pas compris, que les gens ne doivent pas intervenir pendant la manif s'ils sont mêlés aux manifestants? Non, vous ne comprenez pas ce que je vous explique. Non. Ce que je demande, c'est que ils attrapent un de ces casseurs... Et les services d'ordre des manifestations pour mettre en ligne sur Internet sa photo avec sa carte de police. Encore de la délation? Non, mais ce qu'on comprend pas, ce qu'elle dit, c'est ce que dit Janine, et que sur lequel beaucoup de questions s'interrogent, c'est ces Black Blocs qui sont là, qu'on connaît, pourquoi ils sont jamais arrêtés? Pourquoi il parle de carte de police? Non, mais là ce qui est très grave, c'est que notre auditeur est en train de nous dire en gros qu'il faut aller ficher les gens et leur mettre une cible sur le front. Moi, je suis désolée, mais ce genre de méthodes, elles sont scandaleuses parce qu'en fait, on met en danger la vie d'autrui. Donc là, je ne suis pas d'accord. Effectivement, il faut arrêter les gens qui cassent et il est de la responsabilité des manifestants d'organiser leur service d'ordre, mais ce n'est pas aux manifestants de faire justice eux-mêmes. Et puis cette culture de la délation est épouvantable. L'intervention, quand même, va un petit peu plus loin et parle de l'instrumentalisation possible de la violence par les services de l'État et par le pouvoir. C'est ça qui est posé. Mais attendez, c'est une vraie question quand même. À mon avis, c'est... À votre avis, je ne sais pas votre avis, mais enfin, c'est... Mais vous êtes en train de suggérer que toute la police est instrumentalisée. Pour l'instant, c'est une question. Attendons de voir quelle est la vérité là-dedans. Moi, je pense que c'est à la marge et qu'il faut rendre hommage aux forces de l'ordre qui font un travail considérable tous les week-ends. Ils sont payés, notamment comme les professeurs. Avec les heures sup pas payées. Exactement. Donc, il faut rappeler aussi que leurs enfants sont menacés dans les cours d'école, que leurs femmes se font agresser. Donc il faut aussi rappeler que c'est une profession extrêmement dangereuse et que ce ne sont pas que les policiers qui courent des risques. Et à un moment, il faut aussi respecter ça. Et même s'il y en a, parce qu'aucune profession n'est parfaite, il y a des moutons noirs partout. Imaginons qu'il y ait des flics qui soient gilets jaunes dans l'âme. Imaginons, c'est normal. Je veux dire, personne n'est parfait. Bon, il y a quand même, je crois qu'il faut que vous réalisiez ce qui est en train de se passer. Parce que moi, je suis pour une police républicaine et qui soit respectée par tous nos concitoyens. Mais samedi, à la marche climat, les gens qui étaient à la marche climat, j'ai bien senti qu'ici, il y a des gens qui prennent de haut le mouvement des Gilets jaunes. Eh ben, c'était pas le même public que le mouvement des Gilets jaunes à la marche climat. C'était plutôt bon enfant, plutôt des gens bien et propres sur eux. Et pour autant, le point commun à la plupart de ces gens était une détestation grandissante des forces de l'ordre et du rapport actuel aux forces de l'ordre, qui, moi, me pose problème. Je ne pense pas qu'on puisse continuer à faire société si nous avons ce rapport-là avec les forces de l'ordre. Et donc, c'est normal qu'on pose sur la table qu'est-ce qui nous amène à ça? Quelles sont les consignes politiques qui sont données pour qu'aujourd'hui, il y ait une confrontation qui soit instaurée, instillée? Ils n'ont pas intérêt, voyons. Mais vous rigolez ou quoi? Là, on est sur la théorie du complot. Mais c'est le pays de oui-oui dans lequel vous vivez. La théorie du complot. La théorie absolue du complot. Mais ce que disait Janine, c'est ce sur quoi elle s'indignait, c'était sur l'infiltration des Black Blocs dans cette manif. Ah ça oui, mais ça j'ai pas compris ça c'est plutôt le fond du problème. C'est le fond du problème, c'est ce qu'elle disait. Comment se fait-il qu'alors, ça fait quand même presque un an maintenant qu'on vit ça de façon hebdomadaire, comment se fait-il qu'aujourd'hui on a encore des Black Blocs? Et là, elle a parfaitement raison sur cette question. Puisqu'ils sont identifiés qu'avant chaque manifestation, on nous dit on a identifié que... Donc on sait d'où viennent les personnes, on sait comment elles s'organisent et on a même identifié les endroits sur lesquels elles se donnent des rendez-vous. Donc maintenant, il serait temps d'agir et d'arrêter, parce que je pense que le problème, il est là. Ça fait une manifestation, celle de 2016 contre la loi travail. On parlait de service d'ordre. Le service d'ordre était en train de canaliser l'ensemble de la manifestation. Un Black Bloc se forme à l'époque sur le pont d'Austerlitz, à la vue de tout le monde. Et les services de sécurité de l'État laissent faire de manière à ce que la manifestation dégénère. Soit expérience de samedi, boulevard Raspail. Je voyais des hordes de gens qui se traballaient simplement avec des sacs à dos. Et là, le signe distinctif un peu des gens qui ont envie de se battre, c'est le sac à dos. Ils ont des gros sacs à dos. Il y avait des flics partout qui contrôlaient les gens. Écoutez les témoignages des gens qui se sont fait contrôler 10 fois, 100 fois, ouvrir les sacs. Pas dans les endroits. Ils sont tellement disséminés que les flics contrôlaient pas partout. Il y avait 8000 policiers pour... là, ils étaient en train d'arriver. J'avais rue du Bac, là, il y avait un groupe de Black Bloc qui arrivait. Et donc, j'en ai parlé en disant, mais pourquoi vous allez là-bas, etc. Il dit, on en a marre des flics. Donc, ils étaient là, je dis, c'est pour ça que vous êtes là, oui. Je veux dire,
très simple. C'était maintenant ils avaient des têtes normales. Ils étaient pas. Bah oui. Mais c'est des débats compliqués parce que c'est pas tous les comme ça. Non, bien sûr. Bon, allez, on va marquer une pause et puis on va parler d'un tout autre sujet, la fin de l'exonération pour les aides à domicile des seniors, une politique anti-vieux ou alors des économies nécessaires. 0826 300 300. Avec vous jusqu'à midi, vous retrouverez ensuite André Berkoff. Est-ce la fin de l'exonération pour les aides à domicile des seniors ? Les retraités donc pourraient se voir retirer cet avantage. Ce serait uniquement maintenu pour les personnes dépendantes. C'est Sibeth Ndiaye qui a confirmé ce matin ce coup de rabot. Donc si après 70 ans, ça concerne les retraités de plus de 70 ans, quand vous employez des aides à domicile pour le ménage ou le jardinage par exemple, vous êtes exonéré de ces cotisations patronales. Vous n'avez rien à débourser à part la cotisation accident du travail. Cette mesure donc existe depuis plus de 30 ans et donc c'est considéré comme une niche sociale que le gouvernement voudrait supprimer, sauf pour les personnes dépendantes ou en situation de handicap. Est-ce que c'est là qu'il faut aller chercher l'argent ? Qu'en pensez-vous ? Alors oui. Moi je pense qu'il faut cibler davantage les aides. Par exemple, dans le système actuel, un retraité qui paie l'impôt sur la fortune bénéficie de ce genre d'exonération. Je trouve ça scandaleux. Voilà. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas plus aujourd'hui de retraités qui sont avec des petites retraites? Est-ce que c'est là qu'on va chercher le pognon, quoi? Parlons clairement. Non, mais maintenant il faut trouver un système pour vraiment aider les retraités qui ont des petites retraites. Il existe, c'est scandaleux de donner de l'argent public à des personnes qui payent l'impôt sur la fortune pour faire leur jardinage. On les déduit des impôts. C'est pas donner de l'argent public. C'est le déduisent de leurs impôts. Si vous faites si vous les aidez fiscalement, c'est de l'argent public. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que au sein du mouvement éthique que je préside, ADER, le syndicat des services à la personne. Donc, je connais bien le sujet parce qu'on a tout étudié. Il y a un truc qui est clair. Vous supprimez une partie de la défiscalisation, c'est du travail au noir instantanément. Instantanément. Que ce soit des jeunes bourgeois, des mamans qui ont besoin d'une nounou, des personnes âgées et leur jardinier, si c'est jardinier, c'est instantanément au noir. Et quand on a voulu supprimer cette défiscalisation, parce que je peux comprendre, on a été obligé de la remettre. Vous aviez 50% d'explosion du travail au noir. Plus les sociétés qui emploient ces gens-là, qui les déclarent, etc., qui commencent à faire faillite. Et on a un vrai problème d'équilibre économique qui fait que c'est une mauvaise idée. Parce que tout ce qu'ils vont gagner en supprimant des subventions pour des personnes plus âgées, ils vont le reprendre. Sauf que c'est complètement faux. C'est complètement faux. Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, le fait de défiscaliser, pour pouvoir défiscaliser, il faut déjà payer des impôts. C'est vrai. Bon, donc c'est pas les plus bas revenus. Oui, mais vous payez pas de cotisations sociales. C'est pas pareil. Attention, il y a plusieurs aménagements. Il y a plusieurs aménagements. Il existe cet aménagement. Il en existe 3 autres. Le premier qui est l'APA, l'allocation perte d'autonomie, qui va être maintenu. Il existe le crédit d'impôt 50% sur les emplois à domicile et il existe aussi les exonérations sociales, 2 € par heure de travail. Donc il existe déjà 3 aménagements. Ce qu'on propose de supprimer, c'est un 4e aménagement. Donc c'est une superposition de couches supplémentaires qui n'est pas destinée principalement à ces bas revenus, mais qui est principalement utilisé par des revenus plus hauts, qui en réalité bénéficient de cette niche fiscale pour pouvoir défiscaliser et qui, de fait, ont parfaitement les moyens de payer la fiscalité qui va derrière. Oui, sauf que le travail au noir est une réalité dès qu'on commence à défiscaliser. Mais le travail au noir est une réalité qui doit être évidemment, condamnée pour chasser. Mais qui est encouragée par ça, mais ça n'est pas de fait. Et ceux qui emploient les employeurs. Donc en fait, on peut faire du chantage au travail au noir pour continuer à bénéficier d'un aménagement fiscal, mais c'est totalement ça. Mais est-ce que c'est ceux aujourd'hui qui en profitent, ce sont des personnes qui bénéficient de déductions d'impôts, donc qui payent déjà des impôts. Donc on ne peut pas dire que ce sont les pauvres retraités qui vont être privés de quelque chose. C'est faux. Par contre, effectivement, il faut faire attention à ce que les retraités qui sont les plus en difficulté, ça va concerner aussi ceux qui ont des faibles revenus, l'exécutif, qui ont des faibles revenus, puissent avoir un aménagement d'impôts. Alors on va encore regarder, vous êtes trop riche à 100 balles près. Non, mais moi ce qui m'interpelle, c'est le gouvernement l'exécutif n'aurait pas prévu de conserver l'exonération totale des plus de 70 ans en bonne santé, mais qui ont des faibles revenus. C'est-à-dire que vous êtes pauvre, mais vous êtes en bonne santé, vous n'avez plus droit à cette exonération. Parce qu'il y a les autres aménagements qui sont parfaitement destinés à ces accompagnements. Oui, mais Valérie, vous avez raison. Vous mettez le doigt sur ce qui est le problème de cette réforme. C'est-à-dire que cette réforme, elle est en train de faire basculer. Écoutez bien cette nuance. Le fait qu'aujourd'hui, on va concentrer les moyens uniquement sur la question de la dépendance. Autrement dit,
ce qui fait société aujourd'hui. Mais si, puisque c'est ça qu'il y a dans le texte. On propose de supprimer les exonérations patronales et uniquement sur les questions de la dépendance, pas sur la question de la retraite. Autrement dit, on se concentre uniquement sur la dépendance et pas sur le fait qu'on peut bénéficier et profiter de cette retraite pour vivre dignement et mieux en ayant ce dispositif d'aide. Moi, vous savez, je crois qu'un droit... pour le dispositif, donc. Moi, je crois qu'un droit, droit est un droit universel. Et donc, en tant que tel, il doit bénéficier partout dès lors que c'est un droit. Et ce à quoi nous avons pour les allocations familiales, dans ce cas-là, supprimons les allocations familiales pour les riches. Et sauf que là, on a un tour de passe-passe de la part du gouvernement. Parce que ce qui se passe de la part du gouvernement, c'est qu'il nous dit qu'il va faire 360 millions d'euros d'économies. Sauf que c'est même pas simplement 360 millions d'euros d'économies. Lui, il va regagner 230 millions d'euros et il va faire basculer 590 millions d'euros sur le budget de la sécurité sociale pour nous vendre encore demain le fait qu'il y a le trou de la sécu. Et donc, au nom du trou de la sécu, on va pousser les gens à revenir vers des systèmes individualistes sur lesquels ils tireront la langue pour vivre bien et dignement au moment de leur retraite. Alors, je ne suis pas d'accord avec cette logique. Inversement, il y a un truc qui me paraît normal. On a supprimé l'allocation de rentrée scolaire à des foyers qui payaient des impôts et qui étaient d'évidence favorisés. Et moi, je comprends. Et ma fille me disait, mais enfin, maman, c'est invraisemblable que je touche une allocation de rentrée scolaire, c'est pas normal. Et je trouve qu'elle avait raison. Et donc, on peut pas non plus être universel pour tout. Il y a aucune raison d'aller filer une allocation de rentrée scolaire à des gens qui ont vraiment les moyens. Il faut arrêter avec cette espèce de manichéisme qui va du libéralisme au socialisme. Entre les deux, il y a le modèle solidariste. Mais est-ce que s'attaquer aux personnes âgées, quel que soit leur revenu, c'est considérer que la société, son rôle, c'est effectivement de venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin. Donc les personnes âgées. Ce n'est pas généraliser un système. C'est-à-dire, c'est considérer qu'il y a certaines personnes âgées, effectivement, qui sont le besoin, mais là, qui ont des besoins. De dire celles qui en ont attendez. Mais pourquoi celles qui en ont besoin? Vous savez pas, il y a peut-être une dame qui a un peu les moyens, mais elle peut absolument pas s'offrir telle personne. Mais pourquoi pas les allocations familiales? Pourquoi pas s'attaquer aux allocations familiales? Mais j'ai pas dit que les allocations familiales, il fallait pas s'y attaquer. Pour moi, le système solidariste, c'est que un individu doit, quoi qu'il advienne, adhérer au système social, donc cotiser. Mais par contre, dès lors qu'il en a besoin, c'est l'ensemble de la société qui doit lui venir en aide. Mais c'est de la théorie. Mais non, c'est pas de la théorie. C'est comme ça qu'on a inventé la sécurité. C'est comme ça qu'on a inventé la sécurité sociale, hein. Moi, je pense que les allocations familiales doivent être réservées aux familles qui en ont le plus besoin. Quelqu'un qui gagne 8-9 000 euros par mois, enfin, alors voilà, oui, mais il n'y a pas besoin d'allocation familiale. Oui, imaginons, c'est très compliqué à juger. Imaginons une famille, je suis d'accord, qui gagne ça, sauf qu'elle habite Paris. Bon, elle habite Paris. Paris, c'est plus cher. Ensuite, elle a plein d'enfants. Ils peuvent déménager. On peut pas dire aux gens, allez, si vous voulez. Non, mais on va pas refaire les allocations. On a en ligne. Non, mais notre débat prouve que c'est extrêmement difficile de vouloir séparer les riches des nécessités. Mais là, c'est même pas les riches. Là, c'est pas. Moi, je parle même pas de riches. Non, je parle de personnes âgées. Là, c'est personnes âgées. Moi, ce qui me choque, c'est les personnes âgées. Mais toutes sans distinction. Qu'on aille chercher du fric là. On a Sandrine en ligne avec nous. Sandrine. Oui, bonjour. Bonjour, on vous écoute. Vous voulez réagir à notre débat? Oui, moi je veux réagir parce que voilà, je me présente, je suis infirmière libérale, donc je suis confrontée dans mon métier aux personnes âgées. Ça fait 12 ans que j'exerce et je vois au fur et à mesure que la situation se dégrade. Je suis désolée, mais ce sont des économies personnes âgées par personnes âgées. Le gouvernement, on n'est plus dans l'humanité, on est dans l'économie. Donc nous, au niveau des infirmières, on voit des déremboursements des gens qui ne peuvent pas mettre des bas de contention. Donc ça n'a rien à voir, mais enfin c'est le début. Tout est déremboursé, donc ils veulent que les gens payent en fait de leur poche. L'État ne veut plus financer, donc il faut que la dépendance sera financée par les personnes âgées elles-mêmes. Donc quand vous serez très riche, c'est vrai que vous aurez les moyens de payer des aides, des auxiliaires de vie qui vous feront la toilette, qui passeront plusieurs fois par jour. Mais quand vous serez à la limite de pouvoir. Le problème, c'est les limites. Voilà, c'est les limites, exactement, Sophie. Ce sont les limites. Et à chaque fois qu'on instaure des limites, vous avez des catégories de population qui ne sont pas forcément pauvres, mais qui sont à la limite et qui nécessiteuses et qui ne pourront pas se payer la dépendance ni les maisons de retraite. N'en parlons même pas des maisons de retraite. Moi, je suis confrontée. Les gens restent à la maison, sont dans des situations catastrophiques, mais ne peuvent pas aller en maison de retraite. Et puis, on ouvre une boîte de Pandore avec ça, parce que décider tout d'un coup
coup là, on rentre, il y a un biais, on ouvre la boîte de Pandore. Parce qu'immédiatement, qu'est-ce qu'on a tous dit ? Les allocations, et puis ceci, et puis cela. Non, mais le truc, pas. Laurent, c'est pas riche-pauvre, c'est quand tu vois que la niche sociale pourrait être supprimée pour les personnes en bonne santé, peu importe les revenus. Il y a bien la volonté aujourd'hui de faire des économies. Il s'agit de travaux ménagers. Ménager, ça veut tout dire. Mais c'est quoi qui va déterminer que vous êtes en bonne santé ? Qui va déterminer qu'à 75 ans, vous pouvez faire votre jardin et que vous ne devez pas avoir Est-ce qu'on trouve normal que dans notre société, une fois qu'on est à la retraite, qu'on est quand même aujourd'hui très usé par le travail, on puisse bénéficier d'un certain nombre d'aides pour pouvoir en profiter au maximum ? Moi, je pense que c'est un choix social qu'on peut l'assumer collectivement. Ça doit être un choix social, mais on peut pas accepter que tout le monde ne peut pas. Là où vous avez raison, c'est que c'est un processus constituant de notre peuple. Est-ce qu'on veut ça ou est-ce qu'on veut simplement dire on réserve les sous pour ceux qui sont en situation de dépendance et les autres débrouillez-vous, mais au final c'est ceux qui ont déjà beaucoup parce qu'ils ont pu mettre de côté pendant leur carrière qui pourront en profiter et uniquement eux. Mais votre argument il tient pas sur ceux qui en ont le plus besoin, parce que ceux qui en ont le plus besoin, à qui on va dire vous êtes en bonne santé et vous vous débrouillez pour faire votre jardin, c'est pas ça la question. Il existe d'autres crédits d'impôt là-dessus précisément. Donc à un moment il faut arrêter des couches qui se superposent, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Mais évidemment ceux qui en ont plus besoin. Sur le service à domicile, c'est sur des personnes âgées. 2, c'est tabou parce que c'est le travail au noir instantanément. Ça existe déjà, le crédit d'impôt sur l'emploi à domicile de 50%. Oui, bien sûr, ça existe. Ça existe déjà, c'est un deuxième dispositif. Je suis en train de vous expliquer qu'on est en train de défendre des superpositions de couches. Les femmes qui vont bosser, elles ont besoin d'une nounou. Est-ce que quand on a une nounou à domicile... on parle des 70 ans. Oui, mais même, elle parle de tout. Quand on a une nounou à domicile et qu'on va travailler, on a plusieurs options. Quand on fait le choix de la nounou à domicile, à un moment, il faut aussi comprendre que c'est pas la société de payer un aménagement qui est un aménagement de confort. Quand vous n'avez pas de crèche, quand il n'y a pas de possibilité, genre c'est pas les riches qui payent. Et vous n'avez pas les moyens. C'est bien le problème, non ? C'est le fait que la société ne finance pas ses crèches, ne finance pas ses places. À ce moment-là, chômage, la femme ne travaille plus, elle élève ses enfants. Vous êtes en train de caricaturer mon propos. Vous êtes en train de caricaturer mon propos. Moi, je parle du solidarisme. Je dis que dans une société qui est solidaire, effectivement, il faut être solidaire des plus fragiles, mais que ce n'est pas la société de financer des aménagements de confort pour ceux qui en ont les besoins. Est-ce que c'est un aménagement de confort ? C'est là le problème, je ne crois pas. Je voudrais qu'on dise quelques mots sur la PMA. On va y revenir très longuement demain puisque le débat s'ouvre à l'Assemblée nationale. L'Académie de médecine qui émet des réserves sur l'extension de la PMA en disant peut-on accepter qu'un enfant soit délibérément privé de père ? C'est un rapport qui a été publié samedi et donc elle émet des réserves en parlant justement de ces couples de lesbiennes ou de ces femmes célibataires. C'est Jean-François Mattei qui est le rapporteur de ce rapport et qui a émis cet avis. Vous vouliez absolument réagir, Monsieur Mattei Jackie. a fait du Mattei, il est complètement à côté de la plaque. Excellent médecin. Là, on ne parle pas de sa qualité de médecin, on parle Sophie, on parle pas de ça, on n'y reste pas de temps. Sur la PMA. Il a été démontré, parce qu'il y a eu des auditions lors de la fabrication de la loi bioéthique, que les enfants issus de PMA élevés par des couples de lesbiennes ou par des femmes célibataires n'avaient ni plus ni moins de problèmes que les autres. Il faut rappeler Monsieur les chiffres, en fait. Monsieur Mattei était un partisan de la manif pour tous. On va les retrouver dans la rue le 6 octobre prochain. Il faut juste rappeler les chiffres. Selon l'INSEE, 15% des enfants n'ont jamais connu leur père, 40% ne le voient que très rarement. Voilà. Non mais attendez, on peut pas baser une société en disant ce que vous dites, c'est bien, c'est 15%. Maintenant, 40% ne le voient qu'une fois. Fabriquer des orphelins pour des mères. Vous me laissez finir. Je sais que vous n'êtes pas d'accord. Laissez-moi finir. Quand l'enfant a deux mère, c'est pas un orphelin. Et quand l'enfant a un père et une mère et qui ne voit pas son père, c'est un problème aussi. Vos propos sont scandaleux et abjects. Alors, je voudrais finir. Je n'irai pas manifester, mais c'est ma position. Je pense qu'il est extrêmement dangereux de fabriquer des enfants qui ont deux pères ou deux mères. Mais vous ne vous rendez pas compte les propos que vous... Et quand on est la maman de la petite Fiona, qu'on a des enfants qui sont... Mais oui, mais c'est un... Non, mais chacun est un cas. Maintenant, c'est pas une exception. Dans les années 80, Goldman chantait déjà, elle a fait un bébé toute seule. Donc on va rien fabriquer du tout. On va juste permettre que ça existe, que ça existe différemment. Ça existe déjà. Ça existe en Espagne, en Belgique, aux Pays-Bas depuis des années. Je voudrais dire un tout petit mot. J'ai une opinion. Je ne manifesterai pas contre. Je ne suis pas violemment opposée. Personnellement, je trouve extrêmement dommage qu'il y ait une espèce de faire des enfants ailleurs. Et je pense surtout que
Ce que je trouve terrifiant, c'est de voir des enfants C'est pas faire des enfants ailleurs, c'est de la procréation médicalement assistée. C'est pas de la GPA, c'est différent. Moi, je veux juste te dire que je trouve que Jean-François Mattei, qui a 76 ans, il aurait peut-être autre chose à faire. C'est peut-être du dégueulasse que je suis en train de dire. On peut se retourner sur Mattei, c'est un type que je trouve de bon sens. Il y a peut-être d'autres gens qui peuvent faire des rapports, qui peuvent faire des rapports. Enfin, à 76 ans, on va à la retraite. Il est pas complètement nul. Et pourquoi on va à la retraite? C'est un type qui intellectuellement est beaucoup plus fort que certains mecs de 30 ans. La preuve que non. Pas la preuve que non. C'est la preuve pour vous. La preuve que non. Quand on a 2 millions d'enfants qui ne voient quasiment jamais leur père, pourquoi ils s'attaquent pas aussi à cette question? Et les mômes qui sont dans la rue, qui sont adoptés avec des enfants orphelins partout, tout le monde s'en fout. Mais vous mélangez tous les sujets là. Là, on parle d'ouvrir des droits à certaines personnes. Si vous êtes contre le droit des autres, il faut le dire. Voilà. On aura l'occasion d'en reparler demain, de reparler de la PMA. Merci à vous. Bonne journée sur Sud Radio. Ça ne peut pas vraiment parler de...